Bonjour à tous. Vous avez certainement entendu parler ces dernières semaines du Bitcoin. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec cette nouvelle monnaie, cette crypto-monnaie comme on dit, mais on va en parler aujourd'hui avec Éric Chanet. Bonjour. Bonjour Bertie. Vous êtes économiste, conseiller aujourd'hui auprès de l'Institut Montaigne. Vous avez longtemps travaillé comme chef économiste d'AXA. Je vais d'abord vous demander de vous livrer un exercice qui n'est pas le plus simple, c'est d'essayer de définir le Bitcoin. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez raison, c'est pas très simple. C'est un procédé informatique pour valider d'une manière parfaitement sûre, donc inviolable, des transactions entre des gens qui peuvent se cacher derrière des pseudonymes. Alors, je vous passe toutes les technicalités, ça a été lancé début 2009, et cette procédure informatique, qui demande beaucoup de calculs, est suffisamment sûre pour que depuis ce moment-là, les blocs de chaîne, comme on les appelle, qui ont validé toutes les transactions faites, n'ont jamais pu être décryptés par qui que ce soit, et je vous garantis que beaucoup de gens ont essayé. D'accord. Donc on a cet algorithme, des gens qui, à partir de cet algorithme et avec leurs ordinateurs, arrivent à créer des bitcoins au fur et à mesure. Et donc chaque étape est garante de l'étape précédente. Et donc c'est ça qui fait la confiance dans le système et l'inviolabilité du système. Ce bitcoin, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, notamment à cause de sa valeur. On voit des cours de bourse, si on peut dire, du bitcoin qui s'envolent. On avait passé les 15 000 $. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 10 000, 11 000 $. D'abord, est-ce que c'est une bulle? C'est-à-dire, est-ce que cette valorisation exceptionnelle du Bitcoin a vocation à exploser? Ah oui, absolument. On est monté à 20 000 $, début décembre, on est retombé à 10 000, 11 000 $, et la monnaie peut très bien retomber et repartir aussi. Donc il y a eu une très forte demande de Bitcoin, qui n'est pas une monnaie au sens où je pourrais l'utiliser pour aller acheter une voiture ou pour aller acheter une maison, mais qui est considérée par beaucoup dans le monde. Ce n'est pas du tout un phénomène lié à un pays ou à un autre, mais c'est quand même très important en Chine, comme une manière d'épargner d'une manière assez privée, sans que les autorités mettent leur nez dedans. Parce que c'est né de ça. C'est né de cette volonté de s'abstraire des autorités financières, des banques. Vous disiez, ça a été créé en 2009. C'est un produit de la crise des subprimes, le Bitcoin, quelque part. Oui, vous avez raison. C'est le produit de la défiance de gens très pointus techniquement dans le système. Le système, ce sont les États, les banques centrales, les grandes banques. Tout ça est considéré comme pourri et ne relevant d'aucun remède imaginable, et qui donc il faut le remplacer par de la technologie, y compris pour la monnaie. Mais la demande de Bitcoin ne vient pas, si je puis dire, de cet idéal un peu libertarien. Elle vient de « est-ce que je peux épargner d'une manière sûre, au sens où mon épargne va continuer à croître, sans que personne ne le sache ». Et donc cette demande a été extrêmement forte. À partir du moment où il y a une demande qui n'est pas liée à la valeur intrinsèque d'un actif, on aboutit à un phénomène de bulle, et on a bien eu ce phénomène de bulle. Ce qui ne veut pas dire que Bitcoin disparaîtra pour autant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça a vocation à perdurer pour, Alors, il me semble que du fait que la technologie est une telle réussite, et là on a l'expérience qui le prouve, cette technologie restera pour des crypto-monnaies ou pour d'autres objectifs, les validations de contrats dont on parlera peut-être. En ce qui concerne Bitcoin, on peut se poser la question, puisque les créateurs de Bitcoin ont inscrit, si je puis dire, dans le protocole de départ, qu'après l'émission de 21 millions de Bitcoin, ça sera terminé, il n'y en aura pas un de plus. Qui aura le moindre intérêt à aller faire les énormes calculs qui sont nécessaires à la création d'un Bitcoin lorsqu'il n'y aura plus de création de Bitcoin? Donc on peut se demander si Bitcoin survivra. En revanche, le principe des crypto-monnaies est probablement là pour rester. Je reviens à cette notion de rêve libertarien, voire anarchiste. Est-ce qu'on peut imaginer un monde dans lequel finalement la monnaie ne dépend pas des États ou des banques centrales? Parce que finalement, le rôle de l'État, c'est d'assurer la sécurité, c'est de faire le droit. Est-ce que c'est donc la justice et la police? Mais est-ce que la monnaie, ça fait partie des attributions régaliennes des États qui les délèguent éventuellement aux banques centrales? Ou est-ce qu'on peut confier la monnaie, la création monétaire, à des entités totalement privées? Toute l'histoire de la civilisation, depuis les échanges où on servait de coquillages ou d'autres médiums d'échange, amène à répondre oui à votre question. Il faut à un moment que la responsabilité de l'émission monétaire soit confiée à une institution qui ait la confiance de la population. Et le mot confiance est absolument essentiel. Essayons d'imaginer un instant un monde où la monnaie redevienne entièrement privée, avec cette technologie remarquable qu'est la chaîne de blocs.
Ça marcherait pour les échanges. Mais la monnaie, ça sert à beaucoup d'autres choses. Ça sert aussi à épargner. Ça sert à spéculer. On a besoin de spéculer parce qu'il faut prendre des paris sur l'avenir. À partir du moment où c'est possible, il y a des actifs dont la valeur peut s'envoler. Il y aura toujours des bulles financières, qu'on aime ou pas. Imaginons qu'une bulle se produise et qu'on soit dans un système de monnaie privée. Le jour où la bulle éclate, il faut absolument pouvoir insuffler de la création monétaire dans le système pour éviter une contraction de type 1930. Si la monnaie est privée, il n'y aura personne pour le faire. Et donc, cet idéal d'une monnaie entièrement privée nous promettrait, à mon avis, un monde totalement chaotique. Sans être, donc si vous ne croyez pas à ce rêve libertarien, est-ce que vous pensez à l'inverse que le Bitcoin peut être aussi le support d'un projet, j'allais dire, criminel? Parce que le problème posé par le Bitcoin, c'est l'opacité totale des transactions qui sont faites en Bitcoin. Et donc on a des transactions, là on parle du trafic de drogue, on parle de rançon, il y a énormément de choses qui passent par le Bitcoin. Est-ce qu'il faut à un moment que les autorités aient la capacité absolument de savoir ce qui se passe en Bitcoin? Alors, même s'il n'y avait pas de monnaie, de crypto-monnaie, il y aurait des activités criminelles qui utiliseraient le dollar, l'euro, à une époque c'était le Deutschmark, les grosses coupures, pour ce type d'activité, ou l'opacité, qui passe beaucoup par les coupures, et l'euro. Alors si je peux me passer des grosses coupures pour avoir quelque chose d'électronique, on comprend que ce soit plus facile. Mais ce n'est pas inhérent à la crypto-monnaie. Quant à l'idée de pouvoir les contrôler, c'est impossible, par définition de la chaîne de blocs. On ne peut pas savoir qui est dans la chaîne de blocs. En revanche, pour éviter l'utilisation criminelle, ce que les gouvernements, donc les institutions peuvent faire, c'est de contrôler les bourses d'échange de monnaie, de crypto-monnaie, en monnaie qui ont un pouvoir libératoire. Si je veux pouvoir acheter quelque chose, j'ai quand même besoin d'euros. Oui. Donc il faut que je puisse changer mes bitcoins ou mes Ethers en euros. Eh bien ça doit être contrôlé, on doit savoir qui fait l'échange. C'est ce que, je crois, les États commencent à bien comprendre et qu'ils feront. D'accord. Dernière chose, derrière le Bitcoin, on a cette technologie de la chaîne de blocs, la blockchain, et qui est donc cette validation par chacune des parties d'une transaction, de cette transaction qui ne nécessite plus, pour être valide, d'avoir un tiers de confiance quelconque, une autorité publique ou autre. Cette technologie-là, vous pensez qu'elle a un avenir? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple aujourd'hui de la révolution que peut apporter la blockchain dans notre monde? Vous utilisez le mot juste, c'est, je pense, une véritable révolution. Car dans les activités humaines, le contrat est au centre de la plupart des activités économiques, mais pas seulement économiques d'ailleurs. Si je passe un contrat privé avec quelqu'un, c'est un contrat. Et la validité d'un contrat porte évidemment sur la confiance que les deux parties se font, ça on n'y changera jamais rien, mais ça porte aussi sur la confiance que je fais en l'institution qui valide le contrat. Et donc on peut imaginer que la technologie blockchain permette aux pays, aux régions où les institutions qui apportent la garantie des contrats sont fragiles, voire corrompues, de sauter une étape dans leur développement. Or, toute l'histoire économique et des travaux de grands économistes comme Daron Acemoglu montrent que les institutions sont critiques pour le développement économique. Et donc, de même que les téléphones cellulaires ont permis de sauter une étape dans beaucoup de pays, on peut imaginer que la chaîne de blocs, blockchain, permette de sauter cette étape de consolidation des institutions. Il faut que je fasse confiance aux juges, aux notaires, aux policiers, etc. Si ce n'est pas le cas, eh bien, le contrat peut être validé électroniquement et je peux aller de l'avant dans un certain climat de confiance. Grande révolution. Oui. Merci beaucoup Éric Chanet, on l'a compris, le Bitcoin c'est bien une bulle, mais c'est aussi beaucoup de révolutions à venir. Merci à vous, très bonne journée. Merci.